Est-ce que tu serais en accord ou est-ce que tu aurais un commentaire à faire avec l'idée selon laquelle on serait en train de nous pousser au fond de notre bêtise pour nous obliger à passer un cap et à voir la vie différemment, à nous comporter différemment, et qu'après avoir vu X conférences, on se comporte finalement de façon relativement proche sur les mois qui suivent. Merci beaucoup. En fait, vous avez posé 2 questions. La première, c'est est-ce que c'est une épreuve envoyée par Dieu? Voilà. Et la deuxième, est-ce que cette épreuve ne met pas en lumière la bêtise des masses, etc. C'est ça, en fait, vos questions. La première question, c'est que si on croit en Dieu, ce qui est mon cas, c'est qu'on croit au destin de l'humanité et c'est qu'on croit qu'il y a des épreuves auxquelles on doit faire face. Et l'épreuve, par définition, éprouve la foi des gens. Ceux qui n'ont pas la foi, peut-être que certains d'entre eux l'auront après cette épreuve ou durant cette épreuve, mais ceux qui n'ont pas la foi, j'ai pu remarquer ce sont ceux qui ont été le plus exposés psychologiquement à cette crise. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et ceux qui sont croyants, même si ce ne sont pas des eschatologues, comprennent que chaque catastrophe peut être interprétée comme une épreuve venant de Dieu. Et la réponse, ça peut être, oui, peut-être que c'est une épreuve qui va faire le tri entre les gens qui ont la foi et qui ne l'ont pas, les gens qui sont malheureusement faibles et ceux qui sont forts mentalement, et ceux qui, le plus important, suivent le système, ce qu'il représente, la religion occulte de ce système et de ses tenants, face aux gens qui, par instinct, par foi, instinct de survie, par leur foi, refusent ce système et ce qu'il représente. Et entre les deux, il y a une catégorie que vous avez mentionnée mais que vous n'avez pas identifiée, parce que vous l'avez accolée à la première catégorie, qui collabore au système, en tout cas qui s'y soumet. Ce sont ceux qui, après le discours de Macron, se sont précipités pour se faire vacciner. Ceux-là ne voulaient pas se faire vacciner, parce que s'ils le voulaient, ils l'auraient fait avant. Ce sont des gens qui ont peur. Simplement, on a agité la peur. Dans la première séquence, il y a eu, je l'ai dit, la sidération, qui a troublé la quasi-totalité de la population. Et après la sidération, la peur, qui accompagnait justement cette sidération, qui est un des outils de cette sidération, a poussé les gens à se faire vacciner dès que le vaccin était disponible. Mais ils se seraient tous précipités vers l'hydroxychloroquine si elle n'avait pas été interdite. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'on aurait dit ? On aurait dit que ces gens-là étaient des abrutis ? Non. Mais ce qui est frappant, c'est que malgré les avertissements, nombre de personnes se sont précipitées vers le vaccin alors que tout le monde est au courant, il est de notoriété publique, que ces vaccins sont en cours d'expérimentation. Mais l'homme n'est pas un animal rationnel. Individuellement, vous pouvez vous poser avec quelqu'un et argumenter, et il va faire appel à sa raison. Mais dans certaines situations, l'individu n'est pas rationnel. Dans certains cas, il n'est pas rationnel. Et la masse, elle, l'est encore moins. À partir du moment où vous choquez la masse, que vous lui faites peur, cette masse va tout faire sauf suivre la raison. Vous pouvez avoir des discussions même avec des individus, leur présenter tous les tableaux statistiques et les effets secondaires, leur dire voilà les risques auxquels vous vous exposez, ils iront quand même se faire vacciner. Bonjour Youssef et merci. Bonjour. Selon vous, dans quelle mesure le destin de la nation française est-il lié au destin des autres nations occidentales ? Dans quelle mesure la révolte du peuple français est-elle liée ou nécessite-t-elle d'autres révoltes dans le reste du monde occidental ? Et quelles sont les conditions requises au-delà de nos frontières pour amener les deux scénarios dont vous avez parlé ? Merci. Alors, il faut déjà se libérer soi-même avant de penser à libérer les autres.
Parce que là, votre discours est très 1789. Avant même de rétablir l'ordre dans la nation française, un certain nombre de révolutionnaires, pas Robespierre qui était opposé, étaient des va-t-en-guerre et voulaient diffuser la révolution. Ça, c'est l'esprit universaliste français. C'est la nation qui a répandu le catholicisme en Europe et c'est la nation qui a répandu les idées des Lumières après 1789 en Europe. Mais bon, les autres peuples, les autres pays européens n'ont pas attendu les Français pour manifester contre le confinement et contre le pass sanitaire. On l'a vu très vite, on l'a vu en Allemagne en 2020, hein. On l'a vu aux Pays-Bas, on l'a vu en Italie, on l'a vu en Espagne. Bon, ce sont des pays avec des tempéraments différents, mais ça a été un tel choc, une telle rupture, qu'en gros, il faut être chinois pour accepter ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ou japonais. Même les Allemands, avec leur rigueur, on l'a vu, n'ont pas supporté cela. Maintenant, pour revenir à la situation française, la révolte, la révolution, etc., la France peut avoir... Là, en fait, ce que je vais dire maintenant va paraître totalement décalé par rapport à la réalité, parce que la dictature est en train de s'installer, et à première vue, je dis bien à première vue, c'est foutu. Mais mon travail consiste à avoir un petit peu d'avance sur les événements et à parler de situations qui ne sont pas encore présentes. Alors, si cette révolte aboutit plutôt, si cette révolte se transforme en révolution, si, disons par exemple, dans 2 ans, au hasard, supposons, dans 2 ans, il y a un état de siège, le régime tombe, parce qu'on a affaire à une équipe dirigeante qui a peur. C'est ça que vous devez comprendre. En privé, Macron répète « ça va péter de partout, ça va péter de partout ». Donc, on est face à quelqu'un qui apparaît dominateur, mais qui n'est pas sûr de lui-même. Et qui obéit à des ordres, parce que Macron a des parrains, hein, Attali, Minc, Rothschild, ce sont des réseaux qui ne sont pas à l'Élysée eux-mêmes, mais qui pilotent la France. Donc il exécute, disons qu'il exécute un contrat, comme un assassin exécuterait un contrat à ses risques et périls. Donc je pense que si ça ne tenait qu'à Macron, il n'irait pas aussi loin et peut-être pas de cette façon. Mais en tout cas, il est là pour faire un job et il va au bout du job, à ses risques et périls. Et ce travail peut conduire à cela, à une cassure, état de siège, et là l'histoire est ouverte. Là, je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer. S'il y a un état de siège et que comme en 1794, une partie de l'opinion publique réclame des têtes, comme c'est arrivé, c'est l'opinion publique qui voulait la tête des tenants de la terreur. Et c'est ce qui a poussé ces terroristes de l'époque sur l'échafaud. Donc on peut être dans une situation où toute la classe politique actuelle tombera, je ne parle pas de la haute administration, de la classe politique actuelle, et l'armée sera dans une situation où elle devra répondre à des demandes, c'est-à-dire réfléchir même à un nouveau régime, parce qu'en théorie, l'état de siège, c'est la prise du pouvoir par l'armée qui doit maintenir le pouvoir jusqu'à une transition. Combien de temps va durer la transition? Je n'en sais strictement rien. Là, si je vous le disais, ce serait de la voyance. Tout ce que je peux dire, c'est que mon intuition me dit que cette rupture, cet effondrement va être violent, ça va être difficile, mais ça amènera quelque chose de positif. Ça, c'est mon intuition personnelle. Ce n'est pas de la prospective. La partie prospective, c'est que la révolte peut se durcir, peut se massifier et devenir de plus en plus violente. Parce qu'un des acquis des Gilets jaunes, ça a été, ne pas l'oublier, qu'il a fallu casser pour obtenir 12 milliards d'euros. Casser, c'est-à-dire exercer la violence. On est dans une situation où l'État français
n'est plus un état de droit, je l'ai dit, je l'ai écrit là, il y a quelques mois, en avril, l'abolition de l'état de droit et la renaissance de la violence politique. L'État français, ou plutôt l'oligarchie, qui a investi les organes de l'État, utilise le monopole de la violence légitime, à savoir la police, non pas comme ça a été prévu par Hobbes pour maintenir la paix ou rétablir la paix, ou plutôt la sécurité du peuple, mais il l'utilise comme un outil contre la population, dans une guerre ouverte contre la population. Donc en fait, on est revenu à une séquence, à une période qui ressemble à la séquence pré-État moderne, avant l'établissement de l'État moderne, à l'époque des guerres privées. En fait, l'oligarchie a pris possession de l'État français et mène une guerre privée avec les moyens de l'État contre le peuple. Donc aujourd'hui, on est à la frontière entre la guerre privée et la lutte des classes. Raison pour laquelle Bernard-Henri Lévy a eu très peur des Gilets jaunes au premier acte. Raison pour laquelle il a eu très peur au début des manifestations actuelles. Parce que lui, il voit ce que je vois. C'est-à-dire qu'il sait vers quoi ça peut tendre, ce genre de mouvement. Après mai 68, qui a mis au pouvoir les gens comme BHL et l'oligarchie financière, mai 68 a été une prise de pouvoir, d'une certaine façon, par la violence et qui a été aidée par l'extérieur, par l'étranger. Et une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont condamné cette violence qui leur a permis d'arriver au pouvoir. Parce que lorsque vous êtes révolutionnaire, vous exercez la violence pour arriver au pouvoir, mais la dernière chose que vous voulez, c'est que cette violence demeure légitime pour une contre-révolution, pour une autre révolution qui vous fera perdre votre pouvoir. Or, la guerre privée menée par l'oligarchie avec les moyens de l'État contre le peuple a réactivé cette violence politique. Donc la violence des Gilets jaunes et la violence du peuple français est une violence qui, elle, est légitime. Vous voyez, paradoxalement, c'est la violence du peuple qui est devenue légitime face à une violence de l'État qui est devenue illégitime parce qu'elle a tourné la police, elle a utilisé la police contre le peuple. Et dans cette configuration, tout est une question de légitimité. Et là, aujourd'hui, le peuple, avec les Gilets jaunes et aujourd'hui et demain surtout, si ça se massifie et que ça redevient violent, le peuple exercera une violence qui, elle, est légitime. Non pas pour rétablir une anarchie, le désordre, mais pour rétablir l'état de droit. Parce que c'est ça que les Français veulent. Ils ne veulent pas l'anarchie. Ils veulent le rétablissement du Léviathan, de l'État protecteur. Parce que l'État actuel n'est pas un État protecteur, c'est un État qui les détruit psychologiquement, qui les détruit socialement, et là, qui est en train de les détruire physiquement, eux et leurs enfants. Donc demain, hypothèse, massification de la révolte, violence politique qui ressurgit, oligarchie politique qui tombe, histoire ouverte, mais ce n'est pas la fin de l'histoire de l'humanité. L'histoire va se poursuivre. C'est-à-dire que ce processus, cette folie messianique qui est en train de s'installer, va s'installer là où elle peut, dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de territoires. On peut même imaginer des territoires covidistes, oligarchiques, messianiques, appelez ça comme vous voulez, au sein de pays qui auront éclaté et des territoires qui se seront autonomisés par rapport à ce pouvoir central, ce pouvoir impérial oligarchique. Et là, dans ce contexte-là, toujours je poursuis mon scénario, la France jouera un rôle dans cette guerre eschatologique, parce que c'est bien une guerre eschatologique qui commence. Voilà. Question suivante. Merci pour votre travail et votre effort. Ma question est assez simple. Vous dites que l'oligarchie se méfie de l'armée, mais est-ce qu'elle se méfie aussi de la police? Et je me demande, est-ce qu'elle oserait aller jusqu'à engager des mercenaires pour réprimer le peuple français? Alors, jusqu'à preuve du contraire, l'oligarchie, l'État, l'équipe dirigeante au pouvoir ne se méfie pas de la police. Parce que la police a fait ses preuves durant les Gilets jaunes.
il leur a suffi d'une prime de 300 € pour éborgner, arracher des mains, etc. Mais ce n'est pas un bloc non plus, la police. Et encore moins la gendarmerie. Il faut bien distinguer la police et la gendarmerie. Ce n'est pas tout à fait la même mentalité. Mais et le pouvoir actuel se méfie de tout le monde, de toute façon. Parce que si la police est débordée, que fera la police ? Les policiers aussi, ils ont une famille, ils ont des frères et sœurs, ils ont des parents, ils ont des enfants, ils ont des nièces, des neveux. Et effectivement, si la police et la gendarmerie ne suffisent pas, ils pourraient engager des mercenaires. Parce que, prenez le cas syrien par exemple, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, sauf que dans le cas syrien, on avait un État qui se défendait et qui défendait par définition son peuple pour survivre. La survie de l'État était dépendante de la survie du peuple. Mais pour faire tomber cet État, on lui a envoyé des mercenaires. Eh bien, si demain il y a une révolution en France, avec des têtes dirigeantes, etc., on enverra des mercenaires pour réprimer le peuple et pour éliminer les futures têtes dirigeantes de ce mouvement révolutionnaire. C'est pour ça que quand on passe sur CNews ou BFM TV, on n'est pas dangereux pour le système, croyez-moi. C'est pas demain qu'ils enverront des mercenaires les éliminer. Mais effectivement, il y a ce scénario-là. Mais des mercenaires seuls ne peuvent pas juguler une révolte massive. C'est-à-dire que si demain, la police et la gendarmerie ne peuvent pas assumer son rôle actuel qui est de défendre l'oligarchie, même s'ils ne le savent pas, personne d'autre ne pourra le faire. Raison pour laquelle l'État français n'a pas obligé la police et la gendarmerie à se vacciner, alors qu'il recommande, en tout cas il pousse les militaires à se vacciner. Vous voyez la distinction ? Parce que la police et la gendarmerie, c'est le dernier rempart pour protéger l'équipe dirigeante. Bon, pour ce qui est de l'oligarchie, ils auront fait comme d'habitude leur valise et ils seront déjà partis. Mais souvenez-vous qu'au 4e acte des Gilets jaunes, Macron avait déjà son hélicoptère prêt à partir dans le jardin de l'Élysée. Il y a eu la porte du ministère de l'Éducation nationale qui a été défoncée à coups de transpalette et le ministre, à l'époque, avait dû fuir par une porte dérobée. Vous voyez ? Donc, et pourtant, c'était le début des Gilets jaunes. On était au tout début de ce qui est un mouvement de révolte. Donc oui, il se méfie de tout le monde. C'est pour ça qu'il brosse dans le sens du poil l'armée, enfin la gendarmerie et la police. Mais demain, si ces derniers sont débordés, personne ne pourra sauver le pouvoir. Merci pour cette présentation. Je voulais juste rapporter comme information aussi que depuis le mois de juillet a été créée une brigade de CRS qui s'appelle la Force d'appui rapide, qui est mobilisable en 15 minutes avec des 4x4 anti-émeutes, des combinaisons anti-acide, voilà. Donc c'était pour compléter vos propos sur la radicalisation des forces de l'ordre. Ma question est plus sur la première partie de l'intervention, l'aspect un peu mystique du sacrifice humain. Donc on subit tous la crise Covid, donc c'est emmerdant pour nous, mais le monde occidental, en termes de nombre d'êtres humains, on est assez peu nombreux, entre guillemets, puisque je pense qu'on est 500 millions en Europe et peut-être 300 millions aux États-Unis. Et donc, est-ce que dans vos recherches, vous êtes porté sur les plus grands pays comme l'Inde ou des continents comme l'Afrique, où en tout cas, pour nous, en France, c'est difficile d'avoir des informations claires, et notamment sur ce sujet de vaccination, parce que s'ils ne font pas partie du meurtre de masse fait par l'injection Covid, ils vont quand même ils vont se débarrasser des emmerdeurs occidentaux, mais ils vont avoir des milliards d'emmerdeurs dans les autres pays. Donc voilà. Merci. Alors, pour ce qui est de la Chine et de l'Inde, bon, ce qui est intéressant, c'est que la Chine n'a pas attendu l'Occident pour mener une politique de réduction de la population.
Mais cette politique est arrivée à son terme récemment, parce que ça cause de très très gros problèmes d'ordre démographique et d'équilibre du ratio homme-femme en Chine. Parce qu'il y a eu, comme vous le savez, la politique de l'enfant unique, et ça a posé un autre problème, c'est qu'en Chine et en Inde, alors en Inde, il n'y a pas la politique de l'enfant unique, mais il y a un problème d'ordre démographique concernant les femmes. Parce que ces pays-là, la Chine et l'Inde, pratiquent encore aujourd'hui le féticide sélectif. C'est-à-dire que avoir une fille dans ces sociétés n'est pas très bien vu. Alors, quand une femme est enceinte, et avec les techniques actuelles, dès que les parents découvrent que l'enfant sera de sexe féminin, ils l'éliminent. C'est ce qui a conduit à une explosion du nombre d'hommes par rapport au nombre de femmes en Chine et en Inde, avec des difficultés aussi pour les hommes à trouver des femmes pour se marier, etc. Donc ces sociétés-là ont déjà leurs propres problèmes et sont déjà, pour ce qui est de la Chine, en tout cas jusqu'à une période récente, dans une politique, je dirais pas malthusienne, mais de réduction de la population. Donc ils n'ont pas vraiment eu besoin de Bill Gates de ce point de vue-là. Mais ils sont en train de revenir sur cette politique. Par contre, en Inde, les communautés chrétiennes et musulmanes ne pratiquent pas ce féticide, parce que ça a été aboli par le christianisme et l'islam. Mais dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, il y a eu ce problème-là auquel a été confronté l'islam et le christianisme, c'est-à-dire qu'à Rome, dans les familles romaines, il n'y avait jamais de fille cadette. La fille cadette était systématiquement éliminée. Donc avant l'arrivée du christianisme, en 380, ça a été Théodose Ier, empereur romain chrétien, a mis un terme à cette pratique. Et en Arabie, dans la péninsule arabique, les hommes, avant l'islam, enterraient leurs filles vivantes. Et l'islam est venu mettre un terme aussi à cette pratique. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que la disparition de ces religions, de ces deux grandes religions qui ont aboli le sacrifice humain, conduisent naturellement à un retour sous une autre forme de ce sacrifice humain. Une société qui élimine dans le ventre de leur mère 200 000 embryons par an, oubliez le féminisme, etc. Seulement en termes statistiques. Vous ne dites pas qu'il y a un problème ? L'élimination de 200 000 embryons par an, vous n'avez pas l'impression qu'on revient à des temps archaïques où on sacrifiait les enfants ? Pour ce qui est du judaïsme, c'est un autre problème, parce que le sacrifice humain a été interdit tardivement à l'époque perse, alors qu'il est inscrit dans la Bible hébraïque, dans la Torah et dans certains livres de la Bible hébraïque, que l'on devait sacrifier notamment le premier-né à Yahvé. Et les prophètes de l'Ancien Testament, notamment Jérémie, Osée et d'autres, se sont opposés radicalement au sacrifice humain. Donc, à l'époque perse, environ au 5e siècle, le sacrifice humain est devenu tabou. Donc, pour revenir à ça, l'Occident, effectivement, alors pour ce qui est de la Russie, par exemple, bon, ils ont une politique nataliste aujourd'hui, mais ils sont quand même toujours à 900 000 avortements par an en Russie, ce qui est quand même considérable. Maintenant, le monde occidental n'a pas la main sur la politique démographique chinoise et indienne. Ce qui leur importe, en tout cas dans un premier temps, c'est de contrôler le monde occidental. Bon, il y a eu des tentatives, notamment dans les années 90, qui ont échoué, de destruction de la Russie et de contrôle de la Russie par le monde occidental. Ça n'a pas fonctionné. Pour ce qui est de la Chine, la relation à l'Occident est assez complexe parce que la Chine a accepté un deal avec l'Occident sur le plan économique, c'est-à-dire de réduire une partie de sa population en esclavage pour maximiser les revenus des multinationales occidentales au détriment des peuples occidentaux et des travailleurs occidentaux. Mais dans un second temps, les Chinois ont retourné cette arme contre les Occidentaux parce qu'avec le transfert technologique, ils sont montés en gamme et
en sont venus à concurrencer l'Occident dans l'industrie, même de pointe développée. Bon, là, c'est un autre problème. Mais les vaccins, par exemple, développés en Chine et en Russie, sont des vaccins traditionnels. Le vaccin chinois, on le sait, est un vaccin avec un virus désactivé, pas de technologie nouvelle, pas de technologie ARN. Apparemment, c'est la même chose pour le vaccin russe. Donc, les Chinois et les Russes, qui sont quand même dans des dynamiques de puissance, ne sont pas, enfin, en tout cas, sont suffisamment pragmatiques pour ne pas détruire leur propre population. Parce que la première force d'un État, c'est sa population. Donc on n'est pas du tout dans le même paradigme. Est-ce que les élites occidentales veulent réduire les populations chinoises et russes? À ce stade, le seul moyen pour y parvenir, c'est une guerre nucléaire. Voilà, pour répondre à votre question. Est-ce que la violence est utile maintenant? Est-ce que ce n'est pas mieux, c'est une question donc, que 35 millions de personnes soient derrière un politique qui fasse peur aux autres politiques, et donc les autres politiques vont commencer à dire que le pass sanitaire c'est mauvais, que ci, que ça, et revenir à l'état de droit? Ou est-ce que, si ça n'est pas bien là, est-ce que, comment dirais-je, un Louis Fouché, avec son Réinfo Covid, avec, comment dirais-je, une Alexandra Henrion-Caude ou un maître Divisio qui attaque en justice, voilà, peuvent être des gens de la Révolution, ou un Didier Raoult? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais commencer par Louis Fouché, Alexandra Henrion-Caude. Ensuite, je vais mettre à part Divisio. Donc, je répondrai sur Divisio. Et ensuite, sur Philippot. Alors, Fouché et Alexandra Henrion-Caude ne sont pas des révolutionnaires. Ils n'ont pas de prétention révolutionnaire, quoique Fouché, il tente, mais ce qu'il propose, c'est un petit peu du courage fuyant, donc c'est-à-dire la révolution, mais pas trop quand même. Il est prudent, il a peur. Je comprends absolument sa peur. Et je sais par ailleurs qu'il a des craintes. Le travail qu'ils font en tant que médecin est très positif, dans le sens où non seulement ils réinforment Alexandra Henrion-Caude et Louis Fouché, mais aussi ils sont des figures qui représentent cette bourgeoisie ou petite bourgeoisie scientifique qui défend les intérêts du peuple. Et ça, c'est quand même une nouveauté par rapport à la séquence des Gilets jaunes. Donc moi, je vois ça d'un très bon œil. Mais ce ne sont pas des gens qui vont aller au-delà pour prendre des risques dans un cadre révolutionnaire. Mais en tout cas, ils sont très utiles dans le cadre de la bataille culturelle. Parce que ce qu'on fait, par exemple, moi, ce que je fais en tant qu'auteur, parce que je ne suis pas un militant révolutionnaire, ce qu'a fait Égalité et Réconciliation à partir de 2007, ce qu'ont fait d'autres sites de réinformation, etc., en France ou à l'étranger, mais surtout en France, ça a été un travail, une bataille culturelle de fond. C'est-à-dire qu'ils ont préparé, on a préparé modestement les esprits à ce qui s'est passé durant les Gilets jaunes et à ce qui se passe actuellement. On ne peut pas devenir des leaders révolutionnaires, parce que chacun son boulot, mais nous, on a fait ce travail effectivement d'explication, ce travail dans la bataille culturelle, ce travail de réappropriation intellectuelle et culturelle d'une bonne partie de la population, qui est aujourd'hui quand même mûre. Donc si la population est mûre, une partie de la population est mûre aujourd'hui, c'est grâce à tout ce travail fait en amont. Maintenant, effectivement, des gens comme Henrion-Caude et Fouché peuvent instaurer une sorte de dynamique, faire sortir de l'ombre des gens qui le représentent, c'est-à-dire les cadres supérieurs, une certaine petite bourgeoisie qui, elle, va être plus sensible
à leur discours qu'au discours des Gilets jaunes, parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes préoccupations. Et c'est vrai que le domaine de la santé concerne tout le monde, peu importe votre revenu annuel. Donc, moi, je vois en tout cas ce qu'ils font d'un très bon œil, donc je ne vais pas leur tirer dessus. Par rapport à l'avocat Divizio, au départ, c'était, on va dire, à peu près la même dynamique, mais sur le plan juridique. Ce qu'il a fait de positif, de mon point de vue, c'était de déposer les plaintes. Pas parce que ça va aboutir, ça n'aboutira pas. Mais ce que je disais, ce que j'ai expliqué dans un article paru en avril, justement sur l'abolition de l'état de droit, c'est que cette succession de dépôts de plaintes mettra en évidence justement que l'on n'est plus dans un état de droit. Un état de droit, c'est un système politique où tout le monde est justiciable, le citoyen comme le dirigeant. Une bonne partie de la population française était déjà au fait de cette disparition de l'état de droit, c'est-à-dire que les politiques peuvent se rendre coupables de délits, de crimes, de haute trahison, sans être inquiétés. Et en ayant en plus l'outrecuidance de se présenter encore à de nouvelles élections, comme l'a fait Sarkozy. Mais cette série de dépôts de plaintes va avoir son utilité à terme parce qu'elle vise des gens qui ont du sang sur les mains, le sang des Français sur les mains. Quand les effets secondaires vont exploser en termes de chiffres, là, ça va être très intéressant, notamment ceux qui se sont vaccinés volontiers, toute cette bourgeoisie qui vote Macron, etc. Je suis vraiment curieux de voir leur réaction à ce moment-là. La réaction de ceux qui se sont vaccinés par peur aussi, ça risque d'être assez violent. Mais ça s'arrête là pour le rôle de Divizio. Vous savez, le système capitaliste actuel a en gros 3 façons de traiter ses opposants. 1, il les crée de toutes pièces. 2, il mène une politique de l'édredon, c'est-à-dire on n'en parle pas, il n'existe pas. 3, il tape dessus comme des sourds. 4, il l'absorbe. Et je crains que Divizio soit en cours d'absorption du système. Parce que j'ai suivi son évolution depuis 2020. Quand il était cantonné à son rôle d'avocat, il était très bon. À un moment donné, il a commencé à être invité de plus en plus régulièrement par Hanouna. Déjà, c'est mauvais signe. Puis, je vois qu'il invite Hanouna dans sa propre émission sur sa chaîne YouTube. Puis, il annonce qu'il va être chroniqueur chez Hanouna à la rentrée. L'absorption commence. Alors, et Divizio, parallèlement, alors au début, il me semble qu'il n'en parlait pas, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas de financement. Au début, il disait, il portait plainte pour des associations ou des citoyens. Puis là, récemment, il s'est lancé dans un truc avec un site internet, etc., où il propose à tout un chacun, n'importe quel citoyen, de déposer une plainte. Il dit que c'est une stratégie de harcèlement judiciaire, plus on sera nombreux à porter plainte, etc. Mais j'ai l'impression que c'est combien ça coûte, voilà. Donc il faut mettre de l'argent. Alors je ne veux pas être mauvaise langue, parce que je ne sais pas si porter une plainte ou 100 000 plaintes, ça change véritablement la masse de travail, puisque c'est des plaintes pour les mêmes motifs, ou est-ce qu'il a trouvé là un moyen de s'enrichir? Je ne sais pas. En tout cas, quand on lui a demandé ce qu'il ferait en cas d'instauration de dictature sanitaire, il a dit de toute façon, moi j'ai de l'argent, j'irai en Italie, j'irai à droite, j'irai ailleurs, etc. Bon, c'est tout ce que je dis pour l'instant par rapport à Divizio. Hein. Ne vous excitez pas, les fans de Divizio. Je dis juste, voilà, attention. Moi, mon travail, c'est un travail de prospectiviste politique, de recherche. Et donc, la prospective, c'est dire, voilà ce qui peut se passer à l'avenir, et voilà ce qu'un tel pourrait faire à l'avenir, et voilà ce qu'un tel
Voilà le rôle que peut jouer aujourd'hui un tel. Voilà, c'est ça mon travail. Alors, il y a des gens qui me le reprochent, mais je vais juste vous rafraîchir la mémoire. Quand je pointais du doigt en 2016 déjà le rôle de Zemmour, tout le monde m'était tombé dessus. Tout le monde. Tout le monde. Il a fallu attendre 5 ans. Il a fallu attendre 2021 que Zemmour dise « Je suis pour le pass sanitaire obligatoire et pour les tests PCR payants » pour que les gens finissent surtout les droitards, par comprendre que Zemmour n'est pas l'opposant du système qu'on croyait. Pareil pour Onfray. C'était il y a 1 an. Il y a 1 an, j'ai dit, Onfray, voilà son rôle. Opposition contrôlée. On m'est tombé dessus. 1 an plus tard, moins d'1 an plus tard, Onfray s'est mis à insulter les antivax en disant que ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner vite étaient semblables à des violeurs, des coupeurs de tête, etc. Et j'en passe. Pareil pour le frère de Philippe de Villiers, Pierre de Villiers. En 2018, j'ai mis en garde contre lui. Certains me sont tombés dessus. Puis on a découvert qu'en fait, Pierre de Villiers siège dans l'ONG de Jacques Attali, Planète Foot. Puis juste après sa prise de retraite, est allé vendre son carnet d'adresses au Boston Consulting Group, une société américaine, ainsi de suite. Donc quand je vous dis que Florian Philippot a un rôle particulier, c'est-à-dire qu'il a été choisi par les grands médias qui appartiennent à l'oligarchie, qui rémunèrent notamment Éric Zemmour pour neutraliser cette révolte, ce n'est pas des paroles en l'air. Je ne me suis pas levé un matin pour vous le dire. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que Florian Philippot, en mars-avril 2020, au début du confinement, exigeait que le gouvernement français aille plus loin. Il disait, il y a des restrictions dans les crèches et les écoles, mais ce n'est pas suffisant. Il doit y avoir des restrictions pour les restaurants et les bars. Il l'a dit, Philippot, en mars. Jusqu'au 20 avril 2020, Philippot disait qu'il était pour le masque obligatoire, y compris dans la rue. En mars 2020, Philippot disait, il faut mettre en quarantaine la France. Et il disait, le gouvernement est trop mou. Alors on va me répondre, mais en mars 2020, on n'était pas au courant, on ne savait pas. Je suis désolé, mais mon premier texte sur le coronavirus a été publié le 18 avril 2020. Coronavirus accélérateur historique. C'est un texte qui fait 32 pages. Vous imaginez bien que je ne l'ai pas écrit le 18. Ça m'a pris 2 semaines de rédaction. En avril, pareil, dans la même période, Soral, je crois, a fait sa première vidéo, Couillonavirus. En mars 2020, notre site Stratégica a traduit un certain nombre de textes de scientifiques, plusieurs scientifiques à l'échelle internationale, qui disaient que le confinement était contre-productif. Philippot, qui se dit le grand défenseur de Raoult, à l'époque, Raoult était contre le confinement. Il a dit le confinement, c'est pas scientifique, c'est de la science-fiction ou de la sorcellerie. Tout le monde était au courant que le confinement... Alors, de 2 choses l'une, soit Philippot n'était pas informé, et tout d'un coup, il s'est mis à tout lire, parce que Philippot est quand même très, très au courant de ce qui se passe sur le plan scientifique, etc. Vous l'écoutez depuis fin 2020, il est très, très au fait de ce qui se passe. Et c'est quelqu'un qui est, je crois, un ancien inspecteur des finances, donc c'est quelqu'un qui ne parle jamais en général sans avoir étudié le dossier. Et là, bizarrement, il ignore tout du dossier Covid. Pas besoin d'être une flèche pour savoir qu'à l'époque, les Chinois n'ont confiné que Hubei, la région où se situe la ville de Wuhan, le centre épidémique. Hubei, c'est 60 millions d'habitants. Ils n'ont pas confiné tout le pays. La Corée du Sud a confiné qui? A mis en quarantaine les malades, pas tout le pays. Donc Florian Philippot, à l'époque, était pour la dictature sanitaire. Il était pour les restrictions dans les crèches, les écoles, les bars, les restaurants. Il était pour le masque obligatoire. Il était pour la mise en quarantaine du pays, de tout le pays. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'à la fin 2020, il a eu une révélation, mais comment faire confiance à un homme politique qui fait un 180 degrés sur la même question? C'est quand même étrange. Moi, personnellement, je ne suis pas un homme politique, j'ai travaillé, on est nombreux à avoir travaillé,
Et mon discours sur le coronavirus depuis avril 2020 n'a pas varié jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on sait aujourd'hui, on le savait déjà à l'époque. Alors on me dit aussi, ah mais en mars 2020, on n'en savait rien de ce virus. C'est faux. On avait déjà les comptes rendus des CDC chinois, par exemple, de l'Italie. On savait à l'époque que la moyenne d'âge des gens qui mouraient massivement du coronavirus à 75-80% avaient 80-81 ans de moyenne d'âge. On savait que ça ne touchait pas les enfants et les personnes adultes. On savait que ça touchait prioritairement les gens qui avaient des comorbidités et des gens qui étaient très âgés, en fin de vie. En gros, quelqu'un qui avait encore 6 mois à vivre, il chopait le coronavirus, il vivait 3 mois. Bon, d'accord. Et on a confiné toute une population, 3 milliards de personnes, à partir de ce mythe, à partir de ce storytelling. Donc, Philippot a accompagné ce mouvement, au départ. D'accord. Laissons-lui le bénéfice du doute. Et le rôle de Philippot, c'est à peu près le même rôle que celui de l'extrême gauche à la période des Gilets jaunes. C'est d'empêcher que cette révolte se transforme en révolution, ou du moins qu'elle se radicalise. C'est une soupape, tout comme Zemmour avait pour rôle de canaliser la colère populaire et la rediriger vers une autre partie de la population. D'ailleurs, autre question, comment se fait-il que, là, il y a 2 mois, Philippot a fait un entretien avec Zemmour, un entretien d'1 heure, d'accord ? Philippot, quels sont ses chevaux de bataille ? C'est la dictature sanitaire, opposition à la dictature sanitaire, du moins depuis l'automne 2020, opposition au masque, opposition au vaccin, etc. Comment est-ce qu'il fait pour discuter pendant 1 heure avec Zemmour sans aborder une seule fois ces sujets ? J'aimerais bien qu'on m'explique. Comment se fait-il que Philippot, qui était désigné notamment par Finkielkraut en 2017 comme un soralien, un antisioniste, est devenu, à partir de 2020, fin 2020, un défenseur de Zineb El Razoui, celle qui a demandé à Darmanin d'envoyer la police chez moi. Philippot l'a défendu. J'ai interpellé Philippot sur Twitter, ainsi que Philippe Murer, son ami l'économiste, et je leur ai proposé à tous les deux un débat. J'ai dit, vous défendez Zineb El Razoui, très bien. Est-ce que vous savez que Zineb El Razoui est marié avec le chef du département économique du pôle Proche-Orient de chez Rothschild ? Vous savez qu'il s'est converti dans une mosquée salafiste de Londres pour pouvoir faire de la finance islamique avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Là, le Qatar qui était en procès contre Philippot parce qu'il a dit à raison qu'il finançait le terrorisme international. Et je leur ai proposé un débat. Philippe Murer a accepté. Et ensuite, il m'a bloqué sur Twitter après avoir accepté le débat. Philippot n'a jamais répondu. Alors moi, je veux bien, comme je l'ai dit récemment, à tous les dévots de Philippot, comment se fait-il, ce que je dis pour Philippot vaut pour Zemmour, pour Onfray, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de vous pour les défendre ? Vous ne pensez pas qu'ils me connaissent et qu'ils peuvent me répondre ? Supposons qu'ils ne me répondent pas directement. Ils peuvent répondre à mes arguments sans me répondre, sans mentionner mon nom. Pourquoi ils ne le font pas ? Sont-ils impuissants ? Je voudrais connaître ton avis sur 2 autres personnalités. Il s'agit de Fabrice Grimal, si tu vois. Non, je ne vois pas qui c'est, désolé. Bon, c'est un candidat Fabrice Grimal est un candidat au présidentiel et il est issu du mouvement des Gilets jaunes. Et le deuxième, c'est le capitaine de gendarmerie Alexandre Juvin-Brunet, dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. Alors, Juvin Brunet, c'est bien l'ancien gendarme qui est devenu entrepreneur, c'est ça ? Oui. Alors, j'ai écouté qu'une seule de ses interviews, je crois que c'était sur François. C'est ça, il a donné une interview récemment sur François. Alors, son discours, j'ai trouvé impeccable sur les manifestations, sur la dictature sanitaire. De ce que j'ai entendu, j'ai strictement rien à lui reprocher. Alors, lui, je sais qu'il parle de 5e colonne islamique en France. Je crois que c'est un de ses chevaux de bataille. Je crois qu'il en avait parlé lors de son interview. Alors,
cinquième colonne islamique, je veux bien, mais il faudrait qu'il développe. Je crois qu'elle a écrit des articles là-dessus. Il faudrait que je les lise et que je vois ce qu'il entend par là. Parce que s'il parle de cinquième colonne islamique dans l'armée française, je ne pense pas. Croyez-moi, dans l'armée française, ils sont suffisamment bien informés. J'en connais des musulmans dans l'armée française qui ont été envoyés au casse-pipe en Afghanistan, dont les camarades ont sauté sur des mines, qui ont eu des balles qui ont sifflé au-dessus de leur tête, qui ont été envoyés au casse-pipe, au Tchad, ailleurs, etc. Donc cinquième colonne, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de salafistes et de wahhabites qui s'engagent dans l'armée française. Donc là-dessus, j'ai un doute. Mais je ne vais pas me prononcer. J'ai juste écouté une de ses interviews. Son discours sur la dictature sanitaire est impeccable. Je crois que son cheval de bataille, c'est l'islamisme, l'islam, etc. Ça se discute. Moi, je suis ouvert à la discussion. Pourquoi pas un jour un débat sur ce sujet-là. Parce qu'effectivement, moi, je veux bien qu'on débatte de l'islam. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'islam politique », paru là il y a quelques mois. Et bizarrement, très bizarrement, les gens qui critiquent l'islam, qui parlent d'islam politique, etc., un, ne parlent pas de ce livre, et deux, ne veulent pas débattre avec moi. Alors, c'est soit parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'islam politique, peut-être qu'on n'entend pas la même chose, soit parce que ce que je dis de l'islam politique ne leur convient pas, étant donné que l'islam politique n'a rien à voir avec l'islam. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà. Mais c'est tout ce que j'en sais. Mais je me pencherai sur son cas un peu plus précisément. Bonsoir, Youssef. Bravo pour tes bouquins. Incontournables. On dit souvent que l'histoire est un éternel recommencement. Donc j'ai cherché dans l'histoire quelques jalons qui pourraient me permettre de faire une certaine prospective. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a flashé. À savoir qu'en 1933, les nationaux-socialistes prennent le pouvoir et ils réalisent un miracle économique, mais démentiel, extraordinaire, qui a dû faire drôlement peur aux sionistes. Drôlement peur aux sionistes. D'ailleurs, dès 1933, Judea declares war to Germany. On a la une. Aujourd'hui, j'ai fait un parallèle avec le miracle économique chinois, qui certes a été possible grâce à certains investissements américains, comme le miracle économique allemand a été possible grâce à certains investissements US. Eh bien, les sionistes n'ont pas hésité à tomber sur le dos de l'Allemagne et à faire 55 millions de morts. Ils n'ont pas hésité. Et ils ont terminé avec une bombe atomique sur les Japonais. Deux, pardon. Et aujourd'hui, il me semble que les sionistes, pour garder le pouvoir, ils seraient capables de nous déclencher une guerre nucléaire contre la Chine. Qu'en penses-tu ? Question suivante. Enfin, là, c'était pas une question. Hein. Disons que ça finissait par qu'en penses-tu ? Ah oui, qu'en penses-tu ? J'ai beaucoup écrit sur le sujet, alors je ne vais pas revenir dans tous les détails. Le projet sioniste, les dirigeants israéliens croient en une chose, c'est la guerre de Gog et Magog, ce qui correspond dans la tradition chrétienne à l'Armageddon, que les chrétiens protestants évangéliques millénaristes veulent faire advenir. Donc il y a sur Terre deux importantes catégories qui veulent nous conduire vers cet holocauste nucléaire. Ce sont les juifs sionistes, messianistes, parce que c'est ce qu'annoncent les prophéties de l'Ancien Testament, et les protestants chrétiens évangéliques qui se trouvent à avoir une partie du pouvoir aux États-Unis. Il y a à peu près 100 millions de chrétiens évangéliques aux États-Unis. 30% d'entre eux affirment être sionistes et soutiennent le projet sioniste. Donc si Israël, le moment venu, a les moyens de pousser les États-Unis dans une guerre mondiale, ils le feront. D'ailleurs, c'est ce qu'ils tentent de faire depuis plus de 10 ans. Parce que si les dirigeants
américains avaient écouté les dirigeants israéliens et le lobby pro-israélien aux États-Unis, la guerre contre l'Iran aurait déjà eu lieu en 2007, 2008 ou 2009 ou 2010. Une guerre contre l'Iran entraînerait la Russie. La Russie s'est engagée aux côtés de la Syrie. Vous imaginez bien ce qui arriverait en cas d'entrée en guerre de l'Iran face aux États-Unis. Et on peut imaginer, dans ce contexte-là, un début de confrontation entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique, puisque si on regarde la carte, on voit qu'il y a tout un système de contention américain avec des bases militaires autour de la Chine. Donc, disons que toutes les pièces d'une guerre mondiale sont posées. Et quand on écoute quelqu'un comme Attali, il dit on se dirige tout droit vers une guerre mondiale d'ici 2036. Et il dit, ce n'est qu'un porte-parole, Jacques Attali, c'est pas un prophète. Comme je l'ai déjà dit et d'autres après moi l'ont dit, Attali, il a simplement l'agenda sous les yeux. Il n'a pas des visions du futur. Donc il déroule l'agenda qu'il a sous les yeux. Alors il dit, Attali, on aura un gouvernement mondial, soit avant une guerre mondiale, donc pour empêcher la guerre mondiale, soit après la guerre mondiale. Donc ce qui signifie, c'est que si on ne va pas pacifiquement vers un gouvernement mondial, on fera en sorte qu'il y ait une guerre mondiale. Voilà. Projetons-nous. Le gouvernement macroniste tombe, l'article 36 est activé. Quelle confiance peut-on faire dans les militaires et l'armée française ? Personnellement, j'ai envie de leur faire confiance, mais bon, ça c'est entre parenthèses. Quand on sait le niveau de maçonnerie qui touche les hauts gradés dans l'armée française également. Merci. Donc la question, c'est comment réagirait l'état-major français en cas d'activation de l'article 36 ? La réponse, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce qui se passerait. Et il y a cette réalité, c'est-à-dire que les nombres de gradés sont des francs-maçons. Et si vous voulez atteindre un certain grade, j'allais dire en maçonnerie, dans l'armée française, il faut être maçon. Mais heureusement, l'armée française n'est pas composée que de généraux. Il y a des officiers, de nombreux officiers, qui, je ne dirais pas qu'ils pourraient reprendre la main par rapport aux généraux, parce que là, on serait dans de la politique fiction. Mais tout dépend aussi de la situation et de la gravité de la situation. J'ai dit que ce serait malgré elle qu'elle prendrait le pouvoir, l'armée, en cas d'activation de l'article 36. Il ne serait activé qu'en cas de chaos quasi total dans le pays, de déstabilisation du pouvoir. Il faut essayer de s'imaginer, de se projeter ce qu'est un pays dont l'État est effondré. Donc, tout dépend de la population, de son anthropologie, etc. Et dans ce contexte-là, c'est pour ça que je dis d'ailleurs depuis 2015-2016 qu'il faudra être prêt il faut qu'il y ait des élites qui soient prêtes avec un projet politique, un programme politique à proposer à ce moment-là. Il ne faut pas attendre que le régime tombe pour arriver au pouvoir. Je vais prendre l'exemple de la Révolution française, même si je ne suis pas un partisan de la Révolution française, vous le savez. Je veux dire, la Révolution a été préparée en amont, sur le plan idéologique, les réseaux, avec un maillage dans tout le pays. Ils ne se sont pas levés un matin en se disant « Tiens, la monarchie est faible, et si on la faisait tomber, et si on mettait en place une république ?» Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que je dis qu'il risque d'y avoir une période de turbulence et de chaos en France, parce qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'idéologie de remplacement. Si encore en France, il y avait une religion structurante, le catholicisme encore vivace, elle pourrait produire des élites prêtes à prendre le relais en cas d'effondrement du pouvoir. Mais ce n'est pas le cas. Si vous voyez l'effondrement de l'Empire romain, la séquence de décadence, ce sont les évêchés, le christianisme, qui ont permis de stopper la décadence
et de constituer ce qu'allaient devenir les nations européennes. Donc là, on va entrer dans une période de turbulence, mais ce type de période est intéressante. Là, je vais prendre encore un autre exemple avec l'histoire de France. Ce n'est pas une figure que j'apprécie particulièrement, mais prenons le cas de Napoléon. C'est dans le trouble que Napoléon a pris le pouvoir et qu'il a émergé. Qui connaissait véritablement Napoléon? Bon, il y a eu la campagne d'Égypte, mais je ne pense pas qu'il était à l'époque très, très populaire en France. Donc, je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas ce que l'armée ferait. Je sais que dans l'armée, il y a des composantes, notamment parmi les officiers, et même chez des deuxièmes sections, c'est-à-dire en retraite, mais pas tout à fait en retraite, qui pensent très bien, qui pensent comme nous. Vous voyez, par exemple, le général de Lavarde, je ne veux pas l'enfoncer, c'est quelqu'un que je connais, avec qui je travaille. Enfin, avec qui je travaille, non. On publie ces textes sur notre site Stratégica, etc. C'est quelqu'un que je connais. Et d'autres membres de ce groupe-là, d'autres militaires qui ne font pas partie de ceux qui ont lancé un appel, sont des gens aussi que je connais. Je le dis parce que les services de renseignement le savent, donc il n'y a rien à cacher. Mais il y a des gens qui pensent bien dans l'armée, il y a des gens qui pensent bien parmi les hauts gradés, il y a des gens qui pensent bien parmi des colonels et des généraux, notamment des deuxièmes sections, il y a des gens qui pensent bien parmi les officiers. Donc je ne pense pas que tout soit foutu. C'est des gens qui pensent bien, mais ce n'est pas des gens qui pensent totalement. C'est-à-dire que les militaires, je ne veux pas être offensant, mais sauf certains, sauf quelques exceptions, je parle de ce que je connais, ce n'est pas des gens qui ont par exemple anticipé ce qui s'est passé. Je suis désolé, mais l'appel des généraux, ils ont attendu 2021 pour le lancer. Ils étaient où il y a 10 ans ou il y a 5 ans? Ils n'ont rien anticipé de ce qui allait se passer. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas efficaces en termes d'analyse politique, prospectiviste, etc. Mais ce sont des gens qui sont quand même modestes, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur domaine et ils sont toujours en attente de gens de l'extérieur avec qui ils peuvent échanger, discuter, etc. Et croyez-moi, beaucoup de gens comme moi, d'analystes, etc., sont suivis dans ces milieux, composés de gens qui sont très modestes et qui écoutent, etc., et qui ne pensent pas avoir la science infuse. Donc, il y a un espace, et l'histoire est ouverte. Alors, ma question, Bonjour. ça va être une question terre à terre. Lors de la dernière vidéo de Pierre Hillard, lors des recommandations, à la question des recommandations qu'il donnait sur les mois à venir, sur ce qu'on devait faire, il a dit faites des stocks, de l'eau et surtout armez-vous. Il faut s'armer, il a répété 3 fois, armez-vous par rapport à la situation qui va arriver. Donc, depuis tout à l'heure, on discute sur le passé, sur le présent, et je voulais savoir tes recommandations sur les mois à venir. Est-ce qu'on doit s'armer en tant que peuple pour faire face à cette oligarchie ou faire confiance à l'armée qui est noyautée par les francs-maçons, ou on doit attendre une intervention divine, un Messie qui descendrait du ciel pour nous sauver? Voilà. Bon, premièrement, je ne sais pas exactement ce qu'a dit Pierre Hillard, mais si je vous disais aujourd'hui ne comptez pas sur l'armée, prenez des armes, vous savez comment ça serait interprété? Ce serait interprété comme... voilà. Il l'a dit comme ça? J'écouterai. Les on-dit, je connais. Alors, si vous voulez vous armer, vous passez votre permis de chasse, ce qui est tout à fait légal, et vous avez le droit de vous armer en tant que chasseur. Ou alors, vous pouvez demander une autorisation pour prendre des armes et pour vous défendre. C'est tout ce que je peux vous dire. Faites-le légalement. Je n'ai pas d'autres recommandations à faire par rapport à ça. Le reste, ça serait tomber dans un piège. Maintenant, faire des provisions, oui, ne serait-ce qu'au cas où il y aurait une grève des routiers. Parce que si les routiers font grève, en tout cas s'ils le font massivement, s'ils le font tous, une partie d'entre eux, il y aura de très gros problèmes d'approvisionnement
Et au bout de une ville comme Paris a, je crois, 3 semaines d'autonomie. Donc en 3 semaines, c'est fini, les supermarchés sont vides, etc. Et ce sera vite l'émeute. Mais c'est quelque chose que quand même craint l'État, parce qu'il sera tenu pour responsable de cette situation. Et si le pays est bloqué par les routiers, il y aura des réactions en chaîne qui pourraient être très intéressantes. Ça pourrait très très vite dégénérer. Mais encore une fois, bloquer le pays, que ça dégénère, etc., ça ne fait pas une révolution. Voilà. Il faut faire une distinction entre la manifestation, l'insurrection et la révolution. Aujourd'hui, on est dans une période de manifestation. C'est très bien la manifestation, c'est très bien, ça refait du lien, etc. Ça démontre que les Français n'acceptent pas cette situation, c'est très bien, il faut continuer. Mais quand vous marchez dans la rue, n'imaginez pas, en rentrant chez vous, que vous avez fait la révolution, que vous avez fait votre part du travail et que vous pouvez rallumer la télévision et regarder Hanouna. C'est pas ça la révolution. Je fais de l'histoire et de la politologie, donc je ne peux pas dire aux gens oui, levez-vous, faites la révolution. Je sais très bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens, j'ai pu anticiper les gilets jaunes, mais ce n'est pas moi qui ai dit aux gens sortez dans la rue. C'est arrivé mécaniquement. Personne n'a dit aux gens allez dans la rue, sortez. Là, les manifestations, c'est pas Philippot qui a soulevé les foules. Philippot, quand il faisait ses manifestations, il y avait 200 personnes, hein, je vous le rappelle. Maintenant, il dit qu'il y en a 100 000 avec lui. Si ça, c'est pas de la récup. Bref. Mais chacun fait ce qu'il veut. Mais à un moment donné, quand ça va s'agréger et que les catégories supérieures vont s'en mêler, là, on pourra commencer à discuter, à faire des propositions. Mais pour l'instant, nous, tout ce qu'on fait, c'est de la réinformation, de l'analyse qu'on propage dans la population. Moi, il m'est arrivé, je veux dire, en 6 ans, ça fait pas très longtemps que je suis là, mais en 6 ans, il n'y a qu'un seul groupe de hauts fonctionnaires ou militaires qui m'ont sollicité pour avoir mes lumières, entre guillemets. Vous voyez, ça se bouscule pas. Il n'y a pas dans l'appareil d'État ou des gens qui veulent faire la révolution. Et j'insiste bien, les gens qui m'ont consulté, ils ne m'ont pas proposé un projet révolutionnaire. Simplement, ils m'ont consulté sur ce qui se passe actuellement, les perspectives, etc. à faire. Donc, je vous dis, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose au sommet de la société en termes d'organisation et de volonté pour une révolution. Par contre, ça peut aller très vite. Vous voyez, étant donné que ce coronavirus et cette politique a été un accélérateur historique, des processus qui auraient mis plusieurs années mettent aujourd'hui simplement quelques mois. Une certaine partie de la population, catégorie classe moyenne, etc., commence à rejoindre donc, le noyau dur de la révolte qui était les Gilets jaunes, 1 500 € de revenus, à cause de cette politique-là. Donc s'ils continuent dans ce sens, ce qu'ils vont faire, ils vont le faire parce qu'ils sont frappés d'hybris, vous allez voir s'agréger autour de ce noyau des catégories de plus en plus importantes, d'autant plus importantes que l'équipe dirigeante actuelle, macronienne, ouvre de plus en plus de fronts dans la société française. Elle s'attaque à plus en plus de catégories, y compris ceux qui ont voté pour Macron, à savoir une partie des professions intermédiaires et des fonctionnaires et des retraités. Ils ont voté pour lui. La première chose qu'il a fait, c'est mener des réformes contre ces catégories qui ont voté pour lui. Donc, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et il va falloir attendre. De mon point de vue, du point de vue du prospectiviste ou de l'éventuel conseiller, pour moi, les choses sont en train de mûrir, mais elles ne sont pas encore mûres. C'est pour ça que je ne me suis pas excité durant les Gilets jaunes et aujourd'hui, je ne m'excite pas. Toujours pas. Ça va peut-être venir bientôt. Voilà. Bonjour Youssef et merci beaucoup pour tous ces éclairages. Alors, je voudrais être encore plus pragmatique. On est assez nombreux dans différents réseaux, notamment RSA, à essayer de faire un travail concret
Parce qu'on voit bien qu'il faut un petit peu intensifier la révolution. C'est-à-dire que d'après ce que vous avez dit, soit on va se soumettre, soit à un moment, il va falloir que la révolution ait lieu d'une manière ou d'une autre, elle va se préparer. Et ce que j'aurais souhaité avoir de votre part, ce sont un petit peu une classification des actions qu'on mène, parce que pour préparer éventuellement un régime, on peut s'intéresser à des gens comme Valérie Bugeaud, on peut aller dans les manifs pour montrer qu'on est là, et aussi pour influencer, on peut organiser la survie, l'instruction à domicile, on a comme ça toutes ces modalités d'action, et je voudrais savoir si vous en avez à proposer de concrètes, c'est-à-dire vraiment très pragmatiquement, nous, si demain on veut agir et faire bouger les choses, qu'est-ce qu'on fait ? Et quelles sont, parmi celles que j'ai citées, les actions que j'ai citées, quelles sont celles qui vous semblent prioritaires ? Alors, ce n'est pas des questions sur lesquelles j'ai réfléchi. Moi, je suis dans le macro, donc je ne peux pas tout faire. Je pense que j'en fais déjà pas mal. Mais sur le principe, ces actions sont très bonnes. Sur le principe, ce qu'il faut, c'est vous organiser par cercle concentrique. C'est-à-dire la commune où vous habitez. Il faut voir s'il y a des associations d'habitants, de citoyens qui se sont organisés par rapport au pass sanitaire, par rapport à l'école, les actions des parents d'élèves. J'imagine ce que vous faites déjà. Si je le dis, c'est parce que ça existe déjà. Et ensuite, l'élargir. C'est-à-dire que vous passez de la commune à la région, au département, et ainsi de suite. Vous faites un tissage et un maillage. Parce que le problème dans les grandes villes et les grandes agglomérations, c'est que nombre de gens qui sont opposés à cette politique, notamment le pass sanitaire, la vaccination, ignorent que leur voisin l'est également. Et ça, c'est véritablement l'atomisation de la société, la configuration des grandes villes. Dans les campagnes, etc., dans les petites échelles où les gens se connaissent, chacun sait ce qu'il pense. Bon, à la limite, vous allez chez le coiffeur, vous savez à peu près ce que pense votre coiffeur. Mais votre voisin, vous ne savez même pas ce qu'il pense. Donc, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est ces actions-là, les mener de façon locale. Et à partir de là, une fois que vous avez constaté que vous avez atteint un seuil critique et que vous avez agrégé un maximum d'habitants autour de ces actions, là, vous commencez à faire pression. Vous faites pression sur les autorités locales, le maire, les commerçants, etc. Ça va mettre en confiance les commerçants parce qu'il saura qu'il y a de nombreuses personnes qui sont contre le pass sanitaire et pourra en recevoir sans avoir à craindre des amendes, etc. Et surtout faire pression sur le maire, surtout si vous êtes dans des petites agglomérations. Parce que dans des grandes villes comme Hidalgo, comme Paris, ils peuvent tout détruire, organiser des gay pride, laisser des déchets salir la ville, laisser les rats se propager. Ça ne leur pose aucun problème parce que le bobo est tellement abruti et le cadre sup tellement content de sa petite vie à Paris qu'il revote pour les mêmes. Alors que le maire de la petite commune ou de la commune qui, dans, disons, une agglomération de taille moyenne, aura peur pour sa réélection. Donc je pense que à ce stade-là, c'est ça qu'il faut faire. Et là, il faut voir quelles sont les urgences. Et l'urgence, ça va être à la rentrée, la sensibilisation, la campagne de vaccination dans les écoles. Donc il faut que les parents d'élèves, et même les grands-parents, tout le monde s'y mette, s'organisent, pourquoi pas en association, peut-être que ça existe déjà, hein, association de défense de l'enfance ou association des parents d'élèves pour faire pression sur les écoles et par suite sur les maires pour que ça ne soit pas appliqué. Si vous voyez des maires là, qui ont commencé justement à refuser l'application du pass sanitaire, même Ménard à Béziers, c'est parce qu'il y a une base parmi leurs habitants et donc parmi les habitants et parmi leurs électeurs qui sont opposés. Donc, avant de passer au macro, effectivement, il faut s'organiser à échelle humaine. Et je veux dire, à moins de faire d'organiser des rafles et de vous mettre dans des camps, ils ne pourront pas faire grand-chose. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les enseignants soient soumis à ce jour à la vaccination obligatoire. Voilà. Pas encore, mais que les parents d'élèves s'organisent aussi avec les enseignants. Et si les enseignants ne sont pas vaccinés, qui n'est pas contraint de se vacciner aujourd'hui ? Les
les routiers, les gendarmes, la police et les enseignants. Et les Deliveroo, ah oui, d'accord. Oui, parce qu'ils doivent continuer à faire leur travail d'esclave. Voilà. Donc ça, c'est le privilège de l'esclave. Quelque part, donc, essayez de vous appuyer là-dessus. À mon avis, les enseignants ne doivent pas être très chauds pour se vacciner. Si, ils sont vaccinés à 80-90%. Ah oui. Oui. Ah, c'est incroyable. Les enseignants de 30 ans en pleine santé, ils sont tous allés se faire vacciner. D'accord, c'est des chiffres officiels. Non, mais en tout cas, c'est des statistiques sur les deux France. D'accord, statistiques. Perso par rapport à mes relations, si jamais on prend une zone où il y a tant de collèges, tant d'écoles, combien il y en a qui sont vaccinés? D'accord. Alors, Paris, c'est très particulier, hein, parce que Paris, en 2017, ils ont voté à 80-90% pour Macron. Donc c'est pas très représentatif de la société. Par contre, effectivement, essayez de vous renseigner, parce que s'ils sont déjà vaccinés à 80-80%, bon, oui, alors, s'ils n'ont pas mis en place l'obligation vaccinale pour les enseignants, ce serait alors pour deux raisons. Soit parce qu'il n'y a pas besoin et qu'ils se vaccinent déjà massivement, soit c'est parce que la majorité d'entre eux, à l'échelle nationale, refuseraient de se vacciner. En tout cas, renseignez-vous dans vos localités, quoi qu'il en soit, que les enseignants veuillent se vacciner ou pas, organisez-vous avec les parents d'élèves, parce que, effectivement, il y a quelques mois, je crois qu'ils ont interdit l'école à la maison. Ça veut bien dire que c'était prémédité. En tout cas, organisez-vous pour protéger les enfants à partir de la rentrée. Pour l'instant, c'est mes seules recommandations, parce que ce n'est pas les sujets sur lesquels j'ai réfléchi récemment. Que devons-nous comprendre sur le récit de Gog et Magog, Jouj et Majouj? Comment pensez-vous que ça peut se matérialiser ici-bas? Et question bonus, est-ce que Jésus, sur lui, n'aurait pas un rôle à jouer selon ta conception à venir? Alors, qui aurait un rôle à jouer? Isa alayhi salam. Alors, Gog et Magog, tu fais référence à la guerre de Gog et Magog. Alors, Gog et Magog existent dans la tradition juive, chrétienne et musulmane. Dans la tradition juive, Gog et Magog sont deux peuples, deux puissances qui doivent déclencher une guerre planétaire à laquelle sera confronté Israël. Ça, c'est la lecture rabbinique. Dans les évangiles, dans l'Apocalypse, il est question aussi de la guerre de Gog et Magog et de la bataille finale à Megiddo, Ur-Megiddo, le mont de Megiddo. C'est ce mot-là qui a donné naissance à Armageddon. Ur-Megiddo, c'est quelque part en Palestine. C'est là où doit se terminer la guerre, et la guerre de Gog et Magog, la grande guerre eschatologique. En islam, dans le Coran, il y a aussi une sourate dans laquelle il est fait mention de Gog et Magog. C'est la sourate Al-Kahf, la sourate La Caverne. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais il est dit dans le Coran que Gog et Magog déferleront à la fin des temps. Et c'est d'ailleurs eux qui rétabliront le peuple juif en Terre Sainte, ce qui a été interdit par le Coran. Le Coran dit que les Juifs ont été expulsés de la ville sainte, Jérusalem, la ville sainte, pas toute la Terre Sainte, la ville sainte, et que c'est Gog et Magog qui rapatrieront le peuple juif en Terre Sainte. Historiquement, ce sont une partie, les États-Unis et l'Union soviétique qui ont contribué à des périodes différentes à la création du foyer national juif, la création de l'État d'Israël et le grossissement démographique des colons juifs en Palestine. Et le Coran fait référence à Gog et Magog en parlant des peuples de la terre, de l'humanité
qui subira, peu de temps après l'émergence, la sortie de Gog et Magog, le jugement. C'est-à-dire que, après il faut le connecter à un autre hadith, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici, il est dit dans un hadith qu'à la fin des temps, enfin à la fin du monde et pendant le jugement dernier, Dieu demandera à Adam de retrancher les hommes de l'enfer des hommes du paradis, et Dieu dirait à Adam, enfin Adam demanderait à Dieu, combien est-ce que j'en retranche pour l'enfer? Et Dieu lui répondrait, je dis bien répondrait parce que c'est dans un hadith, pas dans le Coran, retranche pour l'enfer 999 pour 1000. Ce qui signifie que l'humanité sera quasi entièrement corrompue à la période de Gog et Magog, c'est-à-dire la période actuelle, et c'est ce qui peut expliquer, j'en reviens à la question de tout à l'heure, c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi autant de gens, notamment en Occident et pas seulement en Occident, se précipitent vers la vaccination aussi facilement. Parce qu'ils ont perdu la foi, parce qu'ils croient en une autorité, en des autorités qui sont illégitimes et qui ne représentent pas Dieu sur terre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la phase suivante dans l'eschatologie chrétienne musulmane, je laisse la partie juive, c'est l'arrivée de l'Antéchrist. Et pourquoi 999 sur 1000 iront en enfer? C'est parce que l'écrasante majorité de l'humanité, aujourd'hui l'humanité n'a jamais été aussi importante en nombre depuis le début de son histoire, pour ça 999 sur 1000, rejoindra et suivra l'Antéchrist. Vous imaginez bien que des gens qui se précipitent dans les bras d'un Macron, d'un Zemmour, je suis désolé, ou même d'un Philippot, aussi facilement, vous imaginez ce qui se passera quand le maître de tous les imposteurs arrivera, et lorsque vous serez en difficulté, affamé, sur les genoux, affaibli, et que quelqu'un vous proposera une solution miracle, fera des prodiges, et vous invitera à vous prosterner devant lui. Il y en a beaucoup, beaucoup qui le feront. Beaucoup, beaucoup plus que ceux qui se sont prosternés pour aller se vacciner. Mais encore une fois, ce que je dis paraît totalement surréaliste, n'est-ce pas? Ça paraît complètement dingue. Mais si, il y a 10 ans, je vous avais dit qu'on vivrait la situation actuelle, vous m'auriez cru? Quelqu'un serait venu il y a 5 ans vous tenir ce discours-là, vous l'auriez pris pour un fou ou un hyper conspi. Donc, je l'ai écrit il y a quelques années, c'était dans mon premier livre, je dis on va arriver à une période que j'appelle la postmodernité. Mais la postmodernité, selon moi, ce sera la période actuelle, en fait, où toutes les idéologies modernes s'effondreront. Les idéologies modernes en tant que religion sont venues se substituer aux grandes religions. Parfois le judaïsme chez les juifs athées, le christianisme et l'islam. Et ça a continué à structurer des régimes politiques et des peuples entiers, communisme, républicanisme, socialisme, etc. Et je disais qu'on va arriver à une période où ces idéologies modernes vont s'effondrer, et à ce moment-là, on va entrer dans une période, c'est dans une note de bas de page d'Occident Islam, tome 1, au cas où vous ne me croiriez pas. On va arriver dans une période qui sera, où émergeront des faux prophètes, des gourous, parce que les gens seront tellement désorientés par l'absence de religion et d'idéologie, et on sera dans une période tellement folle, parce que ce qui paraissait hier impossible sera devenu possible, que les gens se prosterneront, se jetteront dans les bras du premier imposteur. Et ça va se multiplier, puisque les idéologies structurantes ont disparu. Vous allez avoir, imaginez une marée humaine, l'humanité entière, qui ne regarde plus dans la même direction. Vous ne trouverez même plus un seul groupe qui regarde dans la même direction. Vous trouverez des petites unités, des fractions, qui regarderont chacun dans une direction différente. Ça s'appelle l'anarchie, ça s'appelle le chaos. Et c'est ce qui risque d'arriver demain si les religions structurantes ne ressurgissent pas. Vous allez, c'est pour ça que des séries télévisées comme Game of Thrones, etc., ont beaucoup de succès.
C'est parce qu'inconsciemment, ça frappe les gens, ça ressemble quelque part à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire revenir à un paganisme, revenir à des petites religiosités, revenir à des petites divinités, revenir au sacrifice humain. Et demain, on va entrer dans une phase de turbulence extrêmement violente. Et quand des imposteurs vont se présenter à vous avec des solutions miracles, beaucoup d'entre vous vont se précipiter vers eux. C'est humain, c'est indéniable. Et ceux qui résisteront sont ceux qui auront été préparés mentalement, spirituellement pendant des années, qui seront bien ancrés dans leur religion traditionnelle, bien ancrés. Je ne parle pas de connaître des textes par cœur. Je parle d'une foi qui vous habite et qui fait que vous avez eu l'expérience de Dieu au point où vous ne croyez pas en Dieu, mais vous êtes convaincu de son existence. Vous savez qu'il existe. À ce moment-là, vous serez armés pour faire face à ce type d'imposteur. Mais aujourd'hui, quand je vois, y compris parmi mes lecteurs, des gens qui se précipitent vers le premier imposteur sans aucun charisme, vers lui, je me dis, je ne suis pas en train de dénigrer ou... je vous dis, c'est l'homme, c'est la nature humaine. Soyez simplement de la nature humaine et de votre faiblesse en tant qu'homme, et ce sera déjà un bon pas de fait. Mais il y a beaucoup de gens qui sont arrogants, c'est l'arrogance de la modernité, qui leur fait croire qu'ils pensent qu'ils pensent réellement, et ils pensent qu'ils sont totalement indépendants des structures supérieures, des religions, des prophètes, des croyants, des guides, alors qu'ils n'attendent que ça, un guide. C'est normal, c'est humain. Mais pour ceux qui sont chrétiens, même si vous n'êtes pas chrétien, vous lisez les évangiles, c'est ce qu'il y a écrit. Beaucoup vous diront, ce sera... Le Christ dit, beaucoup vous diront, ce sera moi. Beaucoup vous diront que je suis prophète ou que je suis le Messie. Mais ne les croyez pas. S'il le dit, c'est bien que ça va arriver. Et s'il le dit, c'est bien qu'il y a des chrétiens qui vont tomber dans le piège. Et le prophète de l'islam dit exactement la même chose. À la fin des temps, vont se multiplier les faux prophètes et les faux messies. Donc, je vous dis simplement, prenez garde et faites preuve de discernement. J'ai terminé.